Avant de commencer cette vidéo, sachez que le chapitre est toujours disponible en VF en description. N'hésitez pas à le lire si ce n'est pas déjà fait. Des bisous tout le monde. Eh ben, c'était chelou. Non, franchement, j'ai essayé, j'ai relu plusieurs fois, mais il y a un truc chelou qui reste. Salut tout le monde, ici Pekajinka, et bienvenue dans cette review du chapitre 8 du manga Beyblade X, avec un peu moins de retard que l'autre fois, il faut le dire. Comme je viens de le dire, ce chapitre était un peu en dents de scie. Toujours très cool, mais en dents de scie. Et on va voir ça tout de suite. Bon, déjà l'égalité Kamen X versus Burn, alors je veux bien, c'est pas le même contexte. Je veux bien, l'explication est différente. Mais sérieusement, un deuxième double over finish? J'entends bien que le but derrière est de montrer que les membres de la X-Tower ont un niveau quasiment équivalent à Exu, et que ce dernier va devoir redoubler d'efforts dans sa propre quête. Mais sincèrement, l'un à la suite de l'autre, ça fait très répétitif à titre purement personnel. Sinon, pour la deuxième phase du combat, ça aura été très cool. Une fois de plus, Kamen repense le problème autrement et se sort de la situation avec brio. Et clairement, il va nous falloir une révolution après ce combat, parce que déjà le coup du extrême dash infini, ça fait très limite infranchissable, et en plus, le propos du combat tournait beaucoup autour de la vitesse maximale, et par conséquence des limites de manière générale. Kamen X ne pense pas les limites comme quelque chose qui doit être dépassé, mais comme quelque chose qui continue en perpétuelle évolution. Et c'est cette conception plus profonde de ces limites et des limites de manière générale qui lui aura permis de surpasser Burn. Kamen remporte donc le combat, et pour moi c'est là que j'ai pas bien tout compris. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais voilà la vision que je m'étais faite de Burn Fujiwara. Burn Fujiwara nous a clairement été présenté comme celui qui mérite le titre de meilleur, un gars qui a déjà tout et qui veut changer le monde. Ça s'est vu à la hauteur de ses ambitions et à son talent. Pareillement à la notion de vitesse qui était comparable à celle des limites, le personnage de Burn nous renvoie à une thématique bien connue des shonen du genre, celle de l'opposition entre l'inné et l'acquis. Burn, comme j'ai dit, c'est l'inné. Il est talentueux, il a toutes les ressources à sa disposition et le monde tourne autour de lui. Kamen et plus largement la Team Persona, eux représentent l'acquis. C'est grâce à leur force de travail, leur ingéniosité et leur refus d'abandonner qu'ils arrivent à se frayer un chemin pour atteindre le sommet. Quand tu présentes une telle opposition avec un personnage capable littéralement de modifier la perception de la discipline que tu présentes, comme Burn, ça donne l'impression que le personnage sera important. Et quand on observe les rôles des 4 personnages que je viens de présenter, clairement dans une dynamique protagoniste-antagoniste. Et jusque-là, ça avait été présenté de manière cohérente, avec les acquis de l'ère de Kamen et les ambitions de Burn qui y sont opposées. Mais après sa défaite, Burn est clairement en admiration devant Kamen et ce qu'il représente, et adhère par voie de conséquence à sa vision. Ajoutez à cela qu'il se barre vers d'autres cieux comme la Team Rocket, et clairement le personnage sonne comme un personnage pas si important que ça, et qui clairement n'est plus un antagoniste à la vision de nos héros. Et je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir du manga et les futurs opposants qu'on va croiser, parce que là, si un mec de la stature de Burn n'était qu'un antagoniste de passage, qu'est-ce qui va nous être réservé pour la suite? Cela dit, quand on observe les prochains produits à venir, il semblerait que pour le mois de mars, on ait le droit à une nouvelle génération qui serait en parallèle de celle qu'on a actuellement, un peu comme le Mugen Lock System en son temps. Du coup, ça semblerait pas incohérent que le propos du manga s'oriente vers quelque chose de plus nuancé, et par conséquent, les antagonistes que l'on sera mené à croiser suivront le même chemin. Je précise évidemment que ces infos sont hypothétiques, et que la seule vraie info qu'on a, c'est cette image-là. Vient alors le deuxième combat, et là aussi... Bon, vous savez quoi? Je vais commencer avec les points positifs. J'ai beaucoup aimé le fait que les Bay Battle Royale soient présentées aussitôt et qu'elles soient aussi bien faites. J'ai beaucoup aimé le fait que malgré l'inefficacité de son extrême dash infini, Bird ait un impact positif dans ce combat en 2 contre 2. Ça montre que même si le personnage n'a pas de victoire bien à lui, il progresse pas à pas, avec précédemment sa victoire contre Kadovar et ici son influence dans le combat. J'ai beaucoup aimé la dynamique du combat, toujours très rapide, lisible et intense à suivre, et j'ai beaucoup aimé le fait que le talent de Multi soit mis en valeur avec son côté observateur et stratégique. Maintenant, ce que j'ai trouvé chelou. Déjà, à l'instar de Burn, Yuni et Nekoyama sont censés être des pro-bladers transférés d'autres teams, et je sais pas pour vous, mais moi quand on me dit ça, c'est clairement pour me dire qu'ils sont forts. Et voir qu'en réalité ces deux personnages sont des putains de froussards qui se chient dessus à l'idée d'affronter leurs propres adversaires sans l'aide de Burn, franchement ça les décrédibilise. Et quand on voit le line-up de l'équipe globale, le tableau est pas glorieux. Entre le leader qui est certes puissant mais qui reste quand même en dessous de Kamen, et deux pros qui concrètement sont beaucoup moins méritants que Multi, voire même Bird, à l'étage 50, je le rappelle, Bah ça la fout relativement mal quand même. donc voilà, clairement, la personnalité lâche de Yuni et Nekoyama m'auront un peu déçu, et ajouter à cela les ambitions concernant le personnage de Burn qui était apparemment pas si haute que cela en termes de narration m'ont laissé un goût doux amer en bouche pour ce chapitre. Une fois de plus, j'ai kiffé ce chapitre, mais je ne pouvais pas passer sous silence les doutes que ce chapitre m'avait mis en tête. Cependant, je reste bel et bien hype pour la suite, surtout quand on sait ce que Takara nous prépare niveau produit.
Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. C'était Pegajinka, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde.